Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de terminer à 16h15, hein. Ok. Bien, donc, merci d'abord aux organisateurs, à Francopa de m'avoir passé la parole pour parler de Pepper. La diapositive de présentation de titre est déjà assez longue, mais pourquoi? Parce que Pepper, c'est la plateforme publique-privée pour la prévalidation des méthodes de caractérisation des perturbateurs endocriniens. Donc, c'est déjà en soi, le titre est un programme. Et donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi on l'a fait et surtout comment ça marche, parce que je pense que le gros enjeu de mon exposé, c'est de faire mesurer tout ce que ça veut dire de valider une méthode sur les perturbateurs endocriniens, mais en général. Alors, Pepper, c'est pas tout neuf, hein. L'idée d'une plateforme publique-privée pour valider des méthodes, ça date de la préparation de la SNPE numéro 1. Et donc, c'est une réflexion commune avec l'ensemble des partenaires, l'ensemble des stakeholders, comme on vient de dire tout à l'heure, et parties prenantes ou parties intéressées en 2013 et puis en 2014. Pourquoi? Parce qu'il y a un déficit de méthodes validées. On en a parlé tout à l'heure sur les multiples mécanismes des perturbateurs endocriniens. Les délais de validation sont longs, les coûts de la validation sont très élevés et surtout, ils sont pas financés. Ils sont pas financés dans une logique de recherche, mais ils sont pas financés non plus dans une logique privée, parce qu'il n'y a aucun retour financier pour un développeur qui se ferait valider une méthode. Au contraire, je dirais. Et puis, il y a un fort besoin des évaluateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que la situation, plus ou moins, que je ne veux pas dramatiser, mais la situation quand même relativement sévère, elle est toujours en place. Et on a fait des progrès, mais en septembre, donc au début de cet automne, il y a eu le forum sur les perturbateurs endocriniens, le quatrième, et il y a eu confirmation du fait qu'il y avait besoin de validation. Et il y a eu confirmation aussi dans ce forum de l'intérêt d'une solution comme Pepper. Et deux autres points que je voulais rajouter, c'est que de façon plus générale, en dehors des perturbateurs endocriniens, il y a eu le 16e ICP, Congrès de toxicologie, où la présidente a dit « personne ne finance réellement la validation ». Et ça a été repris par le journal célèbre dans le milieu ChemWatch. La prise en compte des NAM est handicapée par l'absence de financement de la validation. Je crois que c'est bon, sur cette diapo-là, ça pourrait avoir tout dit, et je pense que c'est quand même effectivement l'essentiel. Un besoin de validation, et puis pas de financement, et donc comment on se débrouille. Alors, Pepper, quelle est son activité? On vise deux choses, hein. On vise d'abord à être le chaînon manquant, parce qu'il y a vraiment un chaînon manquant entre les méthodes telles que développées dans une logique purement académique et les méthodes validées qu'on va trouver sur le bureau des experts qui évaluent les substances. Donc, il y a un trou entre les deux, donc ça c'est leur première raison d'être. Et l'autre raison d'être, c'est d'être un accélérateur de la validation, parce que la validation, c'est un processus. Et vous allez voir pourquoi, il ne faut pas critiquer tant que ça, mais c'est un processus qui est lourd et qui est long, et donc il faut mettre beaucoup d'énergie pour aller plus vite. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans Pepper, justement dans cette logique de validation? D'abord, on cherche des méthodes. C'est pas si facile que ça, parce qu'on voudrait valider des méthodes qui soient matures, c'est-à-dire pas une bonne idée, pas même quelque chose qui a donné lieu à 3, 4 ou même 10 publications, mais jamais avec beaucoup de répétitions ni quoi que ce soit, et des méthodes qui soient utilisables dans une logique réglementaire, c'est-à-dire ce que les gens appellent pertinence réglementaire. Donc, si c'est une méthode qui montre une propriété intéressante d'un mécanisme de ceci, de cela, mais qui va pas servir ensuite, on va pas la retenir. Et on va pas non plus à Pepper retenir des méthodes qui vont être la troisième, quatrième ou cinquième ou dixième méthode sur des mécanismes bien connus. Donc ça c'est donc on a ce filtre-là. Ensuite, une fois que la méthode elle est choisie, il va y avoir tout un premier travail que je sais plus comment je l'ai appelé ici. Oui, c'est montage de la pré-validation. On peut appeler ça les préliminaires aussi. Mais en partant de ce qu'on obtient du laboratoire, il faut arriver à une procédure opérationnelle standardisée, la SOP en anglais, qui soit vraiment très très précise, hein, donc et qui soit lisible par tout le monde.
Il faut qu'il y ait des données historiques parce que si on choisit telle ou telle substance qui va être la substance de référence pour se faire la main, si je puis dire, il faut qu'il y ait vraiment des choses derrière. Il faut que nous, on construise un plan d'expérience. Bon, combien de substances au total, combien de substances dans la première phase. Et puis, il faut qu'on sélectionne des laboratoires. Pas si facile que ça de trouver des laboratoires. Ça peut être des laboratoires privés ou des laboratoires publics. C'est pas forcément l'enjeu. C'est pas là la différence. C'est pas l'enjeu. Mais par contre, il faut qu'ils aient les moyens soit financier, soit en termes de personnel, soit en termes d'équipement, de jouer le jeu. Donc, et puis, quelque chose qui nous prend du temps, et je pense qu'il ne faut pas le négliger non plus, c'est d'avoir des contrats avec tous ces laboratoires. Ensuite, il y a deux phases qui sont les phases vraiment techniques. Là, vous les voyez avec des microscopes, c'est le symbole de la science dans la plupart des pictogrammes. Donc, bon. C'est la transférabilité. Transférabilité, ça veut dire que j'ai la procédure, je ne cache rien à personne, j'indique quelles sont les substances, et il y a des laboratoires naïfs. Alors naïf, ça ne veut pas dire incompétent, ça veut dire qu'ils sont naïfs vis-à-vis de la méthode. Hein, donc, bon. Et qui vont essayer de mettre en œuvre la procédure sur des substances bien connues, et puis on va se parler à peu près tout le temps, mais ça va prendre un certain temps. Hein, chaque fois, c'est une question de mois, hein, et pour arriver à trouver les mêmes résultats de la même façon. Une fois que c'est fait, souvent on est amené à revenir en arrière pour repréciser des choses sur la procédure, notamment les critères statistiques d'acceptabilité ou des choses de ce genre-là. Et puis, on va passer à des essais circulaires en aveugle, ce coup-ci, sur un plus grand nombre de substances, une douzaine de substances, plus souvent une trentaine. Ça dépend un petit peu de la complexité de la méthode, hein, parce que vous allez voir tout à l'heure qu'évidemment, il y a un coût dans tout ça. Et donc, il faut voir quelle est la capacité prédictive, puisqu'on va mettre en aveugle des substances dont on suppose que l'effet sera positif ou dont on suppose que l'effet sera négatif. Ce que l'on ne sait pas toujours, parce que quand c'est une méthode nouvelle, forcément, on n'a pas de référence. Hein, donc, quand on est dans une hypothèse que vous avez évoquée tout à l'heure de remplacement, on peut avoir des substances qui ont été testées avec l'ancienne méthode, positive ou négative, et on voit si la nouvelle fonctionne. Mais quand la méthode explore quelque chose sur lequel on n'a pas d'acquis, et il en faut quand même, surtout sur les PE, ben à ce moment-là, on ne sait pas trop ce qui est positif ou négatif. Et puis le dernier point, c'est qu'on prend notre plume et on va soumettre les résultats de cette validation ou le projet de cette validation à l'OCDE pour que ça puisse rentrer dans le programme et que ça puisse ensuite être finalement validé comme ligne directrice. On peut imaginer aussi d'autres instances de validation, mais bon, voilà les étapes principales et tout ça pour vous montrer que c'est quand même une série de travaux assez techniques où il y a une certaine compétence et un professionnalisme. Donc, l'autre point qui est très important dans Pepper, c'est la gouvernance. Donc, vous avez entendu les premiers mots, plateforme publique-privée. Tout de suite, ça peut faire dresser les cheveux sur la tête de certains. Là, j'ai entendu tout à l'heure que Parc ne finançait que le public, etc. Enfin, donc, on rentre dans des choses délicates. Donc, il faut voir qu'on a organisé une gouvernance de façon à pouvoir avoir des responsabilités bien différenciées suivant les étapes. Donc, on a une assemblée générale et un conseil d'administration, il y a l'équipe de Pepper, et puis, bon, il y a le travail de Pepper pour identifier les méthodes avec un bon potentiel, mais la méthode qu'on va prévalider, c'est un comité de parties prenantes, le comité sur l'opportunité, qui va la décider. C'est pas le CA, c'est pas l'équipe de Pepper. Ensuite, on va faire tourner toutes les opérations de prévalidation, et puis ensuite, il va falloir, si c'est réussi ou si c'est raté, si la prévalidation est réussie ou ratée, et là, on va faire appel au conseil scientifique, donc il va dire c'est bien, c'est pas bien, etc. Et finalement, on soumet auprès de l'OCDE. Alors, bon, je reprends un petit peu la même chose là, mais avec un peu d'autres dessins. Donc, la gouvernance, donc il y a le rôle de rigueur financière par le conseil d'administration. La décision sur les méthodes, c'est le comité sur l'opportunité. Le comité sur l'opportunité, c'est 40 membres qui sont représentants de différentes parties prenantes. Donc,
Il y a des industriels au nombre de 8 sur les 40. Et il y a les agences françaises, là vous connaissez l'Agence de sécurité du médicament, l'ANSES, l'Office français de la biodiversité, parce que là, c'est une chose qui passe quelquefois un peu sous le tapis, mais les perturbateurs endocriniens, c'est quand même un très gros enjeu en termes de biodiversité, hein. Donc, vous voyez aussi donc l'ECA, l'OCDE, le JRC, ECVAM. Donc, il y a des institutions je ne sais pas détailler, de différents pays, donc comme la Suède, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et parmi les parties prenantes au sens ONG, etc., il y a des associations sur l'environnement et des associations sur les consommateurs, puisqu'en fait, c'est pas le même. Et il y a aussi des représentants de syndicats de travailleurs. Donc, voilà. Donc, bon, le conseil scientifique, c'est 12 personnes. Les représentants des parties prenantes, c'est pas intuitu personnel, ce sont les parties prenantes qui sont invitées, hein. Donc, les gens y représentent, bon, bah, une association sur l'environnement représente les intérêts sur l'environnement, un industriel peut représenter ses intérêts, etc. Donc, on n'est pas là on n'est pas là dans des personnes, on est là dans des parties prenantes, comme leur nom l'indique. Le conseil scientifique, c'est tout à fait différent. Ce sont 12 membres qui sont des membres d'intuitu personnel. Et puis donc, il y a un comité de déontologie qui vérifie que tous ces rôles sont remplis de façon correcte et qu'il n'y a pas de débordement d'une instance sur l'autre, etc. Donc, et puis vous avez ici les photos de l'équipe de Pepper qui jusqu'à récemment était 4 personnes, et donc là la photo est avec un collage puisque nous avons une 5e personne parmi nous. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc ça dépend un petit peu, je vais vous en parler plus ou moins suivant le temps qui reste. Donc on a déjà lancé 6 méthodes sur lesquelles on a monté la prévalidation, on a fini la transférabilité pour les 3 premières, on démarre les essais circulaires pour les 3 premières, on a déposé aussi les 3 premières comme candidates au programme de travail de l'OCDE et elles ont été acceptées au mois d'avril. Les 3 suivantes, on en est dans le montage de la prévalidation, on est en train de démarrer la transférabilité. Et puis ça va faire non, ça fait pas un mois, ça fait 29 jours. On a sélectionné les 3 nouvelles méthodes, puisqu'on en sélectionne 3 par an jusqu'à ce qu'on arrive à saturation en fait. Et donc ça implique les 6 premières impliquent 17 laboratoires. Donc ça représente quand même une masse de partenaires, un nombre de partenaires important. Là, je reviendrai peut-être là-dessus si les organisateurs m'en laissent le temps. C'est des détails sur les différentes méthodes qui ont été retenues. Donc, fonction placentaire, stéroïdogénèse, transactivation des glucocorticoïdes, transactivation des récepteurs à l'acide rétinoïque, Aviane. Donc, il y a une méthode, ça je vais peut-être en dire un petit peu plus, c'est une méthode in vivo. Donc, c'est la seule méthode in vivo que l'on ait. Et c'est une méthode qui ne relève pas de l'expérimentation animale au sens de la directive, puisque ça se passe dans des œufs, et même ça se passe dans des œufs avant les 2 tiers du développement, ce qui n'est pas un critère pour la directive européenne, mais qui est un critère dans certains pays, quoi. Et puis donc, il y a une étude sur des neuroprogéniteurs, donc des neuroprogéniteurs qui initialement, et ça fait partie de tout le travail qu'on fait au départ, quand je vous parlais d'études préliminaires, etc. Sur les œufs, on a réfléchi et on a demandé aux gens de faire évoluer les procédures pour que justement ce soit avant les 2 tiers du développement. Et puis sur les neuroprogéniteurs, on s'est aperçu que pour réussir à faire une prévalidation, il fallait avoir suffisamment de cellules. Et l'idée, c'était d'avoir du ex vivo, et ça a été remplacé par une lignée qui a été développée par le laboratoire développeur. Donc, ça fait partie au moment où on se lance dans la validation, on s'aperçoit qu'il y a
aussi parfait que ce soit, et c'était des choses qui étaient assez parfaites du point de vue recherche, mais bon, bah, il reste quand même des choses à faire quand on se dit, bah, tiens, il va falloir que plusieurs laboratoires soient capables de le faire, il va falloir qu'on le fasse plusieurs fois, etc. Donc, et ça, ce sont les trois nouvelles méthodes qui ont été choisies. Donc, vous voyez, on a mis des petits drapeaux parce que c'est un des enjeux de Pepper, vu que le financement est très français et finalement, on ne finance pas que des méthodes françaises qui, pour le bien-être de l'humanité, est une bonne chose. Pour le bien-être de la Banque publique d'investissement du programme des investissements d'avenir est une chose un peu plus douteuse. Donc, vous voyez qu'il y en a sur des... Alors, ce sont des effets sur les perturbateurs endocriniens. Tout à l'heure, il y avait une question sur qu'est-ce qu'on est capable de voir ou de pas voir. Et donc là, ce sont des effets sur les effets métaboliques avec la stéatose dans le foie, les effets sur la thyroïde avec... en fait, c'est pas exactement sur la thyroïde, c'est sur le devenir des hormones thyroïdiennes avec les effets sur la enfin, le fait d'enlever des iodes, quoi. Donc, et puis, en fait, une autre méthode sur les minéralocorticoïdes. Donc, voilà, un petit. Donc, donc ça, c'est donc un. Voilà. Ensuite, quand on va aux différents défis que l'on a, le premier défi, c'est de trouver des méthodes matures. Et là, voilà la liste des critères que l'on a pour voir si tout est prêt pour qu'on passe vers une prévalidation. Donc, est-ce que la méthode est bien décrite? Est-ce que vraiment il y a une bonne gestion de données? Est-ce que c'est bien stocké, etc. Donc, et est-ce que la routine est bien établie? Est-ce que les laboratoires ont déjà tenté une transférabilité, par exemple, ne serait-ce qu'en interne, hein, d'une paillasse à l'autre, ou même d'un laboratoire à l'autre? Est-ce qu'il y a déjà des acquis là-dessus? Donc, est-ce qu'il y a un stock de substances positives ou négatives? On trouve des méthodes où il y a une dizaine de substances qui ont été étudiées et puis d'autres une cinquantaine. Donc, bon, est-ce que la procédure, elle est bien, comment dire, rentrée dans les détails? La pertinence réglementaire, est-ce que ça correspond vraiment à une attente des gens qui font du réglementaire? Et puis, c'est un point qui a été évoqué tout à l'heure, qui sera réévoqué. Qu'est-ce qu'il en est des ressources du laboratoire pour la validation? Donc, c'est pas forcément toujours une question d'argent. Il faut aussi avoir les gens capables de faire les choses de manière répétée. Donc, voilà. Et ceci dit, avec les gens de l'INSERM et de l'Université de Paris, on a mis en place un auto-questionnaire pour que les gens qui développent des méthodes, ça peut être des gens de Hurion, ça pourrait être des gens de Parc, et une auto-mesure de la maturité de leur méthode par un score d'avancement sur tous ces sujets-là. Donc bon. Alors ensuite il nous faut des ressources parce que ça coûte cher. Donc ça c'est le deuxième défi, si je puis dire. C'est vraiment je voudrais que vous vous rendiez compte de ce que c'est que le coût de validation d'une méthode. J'ai mis 1 million d'euros, ça peut être un peu moins, ça peut être pas mal plus. Mais il faut imaginer que vous avez 3 labos qui vont tester chacun 30 substances, donc vous arrivez à 90 fois le coût unitaire de l'essai. Bon. Si l'essai est à 10 kg euros, paf, vous êtes déjà à 900 000. Donc voilà, donc ensuite il y a de l'expertise de Pepper, donc il y a l'expertise des développeurs, hein, il y a des statisticiens, etc. Et puis, il y a même encore plus que ça, puisqu'il y a aussi de l'expertise bénévole, des gens qui nous rejoignent dans des groupes de validation, les gens qui sont dans les groupes de l'OCDE, etc. Donc, ça représente, si on finançait tout et finançait tout en coût complet, on dépasserait largement le 1 million d'euros que je viens de vous indiquer. Donc, la validation n'est pas la cerise sur le gâteau, ça peut même être la partie immergée de l'iceberg dans une méthode. Alors des ressources, bon, bah, là on en a à partir de 3 ministères, à partir de 14 entreprises, dont 7 qui financent vraiment de façon non marginale, et du programme des investissements d'avenir. Récemment, et on en est très content, on a eu un apport, même si c'est pas très élevé, un apport des Pays-Bas, mais qui montre enfin une internationalisation des ressources, puisque c'est assez gênant, comme on voit là, d'avoir 95% de ressources nationales pour finalement un peu moins de la moitié des méthodes qui sont au niveau national. On a peu de méthodes qui sont d'origine nationale. Et l'enjeu du financement, la difficulté du financement, c'est que c'est un bien commun. Donc,
La validation, ça profite à tout le monde, ça profite au public et au privé, ça profite aux chimistes et ça profite aux gens de la grande distribution, parce que être capable de dire qu'il n'y a pas de perturbateurs endocriniens ou qu'on les maîtrise, c'est important pour vendre une boîte de conserve ou c'est important pour vendre un jouet, mais tout le monde dit, ah bah oui, mais c'est à l'autre de financer. Je sais pas, il y a un petit conte qui s'appelait Poule Rousse que je disais à mes enfants, c'est à peu près le principe contre lequel on a à lutter, en fait. Bon, alors, il y a des difficultés opérationnelles, je vais vous en passer le détail. Qu'est-ce qui est simplement, on se retrouve avec des pénuries, on se retrouve, enfin, tous les gens qui ont fait de l'expérimental savent que tout ne se passe pas parfaitement tout de suite. Et quand on a plusieurs labos en même temps, évidemment, les retards, quand il y en a un qui a un problème de rupture d'approvisionnement, et en ce moment il y en a énormément, bah, ça retentit sur tous les autres. Je vais passer vite là-dessus. Donc bon, et là j'arrive sur mes deux derniers transparents, je promets. Est-ce que Pepper et ce qui est fait sur les PE, c'est un modèle pour les méthodes alternatives? Je vous dis franchement, sur les NAM, mon opinion, c'est que franchement, oui. Il y a un petit peu de différence sur les perturbateurs endocriniens. Il n'y a pas vraiment beaucoup de remplacements parce qu'il y avait rien. Donc, c'est des trous à combler. Et dans la toxicologie, on parle beaucoup de méthodes de remplacement. C'est de moins en moins vrai parce que de plus en plus souvent, quand on raisonne AOP, Intelligent Testing Strategy et des choses comme ça, on s'aperçoit qu'on a besoin de méthodes, en fait, pour mesurer des choses nouvelles. Donc il y aura pas mal d'actions communes à mener. Donc, le, je reviens sur les deux enjeux. Trouver des méthodes matures et fiables. Là, c'est l'échelle, le thermomètre, c'est pas celui des 29 degrés, c'est celui de la Technical Readiness Level. Et puis, l'enjeu aussi, c'est d'avoir des méthodes reproductibles pour les évaluateurs, donc évaluer, et pour la recherche, parce que je ne sais pas si vous suivez de près, mais il y a pas mal de papiers en ce moment sur la crise de la reproductibilité. Je crois que c'est 8 chercheurs sur 10 qui, de temps en temps, se sont retrouvés incapables de reproduire l'expérimentation qui avait été faite par le voisin. Alors, il y a des difficultés qui sont plus connues ou moins connues, que la validation, c'est un processus qui est formalisé, qui est rigoureux et qui est professionnalisé. C'est pas quelque chose à la marge. Ça, il faut vraiment qu'on lutte contre un peu cette idée que c'est un petit plus qu'on met à la fin. Bon, ça marche pas bien quand on le fait comme ça. C'est mal connu des acteurs de la recherche, mais c'est mal connu aussi des acteurs de l'évaluation qui se rendent pas compte de tout ce que ça comprend. Donc, avec Pepper, donc on a 3 ans on va fêter notre 3e anniversaire le 2 décembre. Hein. Donc, on a montré qu'on pouvait construire un centre de compétences, qu'on pouvait mutualiser des ressources, même si c'est tout à fait insuffisant à notre avis. On peut créer un appel d'air pour des méthodes matures, et ça a été une de nos grandes satisfactions au mois d'octobre dernier, donc il y a un mois. La première fois, on avait été chercher les méthodes avec les dents, comme disent certains dans la littérature, et la dernière fois qu'on a proposé des méthodes au comité sur l'opportunité, c'était des gens qui étaient venus en nous disant on a une méthode, est-ce que vous pouvez la prévalider? Et on a un mode de travail qui est en place. Donc, alors, je crois qu'il y a un dernier transparent. Non, c'est l'avant-dernier. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer la validation? Là, vous avez un dessin d'accélérateur, je crois. Il faut intégrer l'exigence de validation aux appels à propositions de recherche. Ça, je pense que c'est vraiment indispensable. Il faut faire connaître le processus aux équipes de recherche pour le démystifier, pour montrer qu'est-ce que c'est en pratique, en fait. Il faut faire connaître, alors ça c'est un point sur lequel je pense que c'est important que du côté de Francopa et d'autres, du FC3R, etc., il y ait vraiment un support, de faire connaître aux acteurs publics et privés le coût de la non-validation. Parce que quand je vous ai parlé du coût de la validation qui fait dresser les cheveux sur la tête, mais quand quelque chose n'est pas validé, quand il y a 36 méthodes non validées qui disent chacune des choses différentes, à ce moment-là, ça commence à coûter très cher à la société. Et c'est ce certains appellent ça la fabrique du doute. Enfin bon, on se retrouve dans des situations très désagréables. Et le dernier point, c'est de lever les obstacles, la mutualisation des financements.
Parce que je veux dire, il y a toujours des bonnes raisons pour dire, ah oui, mais public et privé, on mélange pas, j'évoquais ça. Ah oui, mais ça, c'est la France, on voit de nos pays voisins qui disent, ah bah oui, ça, c'est une idée de la France, bah, que la France n'a qu'à continuer à payer. Et puis, bah, dans le milieu industriel, des gens nous disent, ah bah oui, mais moi, je m'occupe d'automobile, les perturbateurs endocriniens, c'est pas mon sujet. Je vais pas donner des noms précis, mais enfin, vous voyez très bien comment les gens peuvent se renvoyer la balle, et ça, il faut lutter contre ça. Donc, voilà. Et justement, donc, je voulais remercier ceux qui nous soutenaient, hein. Donc, d'abord Francopa nous avoir invités, et puis donc, vous voyez ici les membres fondateurs et les membres bienfaiteurs qui participent financièrement à Pepper. Donc, vous voyez le mélange de ministères et d'entreprises et de fédérations professionnelles aussi. Et puis Riese, ce sont les, les Suédois. Ouais, merci. Merci Philippe. Voilà, il faut que j'arrive à quitter le. Voilà, c'est bon. C'est tout bon. Est-ce qu'il y a éventuellement un ou deux points de clarification pour Philippe sur Pepper parmi les participants? Bah, si ce n'était pas le cas, est-ce qu'il en reste? je vais conclure cette journée riche et dense. Donc,